messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette édition d'information des 19h. Merci de nous rejoindre sur la chaîne nationale. Voici les titres de ce journal. Agression rwandaise, Judith Suminwa en première ligne, la première ministre et chef du gouvernement est à Addis Abeba pour le 38e sommet de l'Union africaine afin d'obtenir le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais. Santé, journée mondiale de lutte contre le cancer de l'enfant. Une journée de sensibilisation a été organisée à l'UNIKIN. Thème inspirer l'action. Voici pour le sommaire. Bienvenue à cette édition du journal. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, séjourne en Allemagne où il a participé à la 61e conférence de Munich sur la sécurité. Sur place, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu l'envoyé spécial du président américain Donald Trump en charge des missions spécifiques et les images dans nos prochaines éditions. La chef du gouvernement prend part au sommet des chefs d'État, le 38e sommet de l'Union africaine qui s'éteint à Addis Abeba en Éthiopie. Judith Suminwa est en première ligne pour obtenir le retrait des troupes rwandaises au nord Kivu. Le reportage est de Chimène Dondo. La première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée ce vendredi dans la capitale éthiopienne à Addis Abeba, où se tient le 38e sommet annuel de l'Union africaine. Elle vient représenter le président de la République à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine qui se penchera sur la situation sécuritaire en RDC et au Soudan. Ce conseil qui débute ce soir est dirigé par le président de la Guinée équatoriale, Théodore Obiang. Il revêt une importance majeure alors que la situation sécuritaire et humanitaire en RDC atteint de niveaux tragiques. Dans ces contextes difficiles, Judith Suminwa se prépare à prendre la parole au nom du chef de l'État avec force et détermination, mettant en avant les attentes précises de son pays. La RDC exprimera sa colère et son exaspération face à l'inaction de l'Union africaine. Judith Suminwa Tuluka appellera les dirigeants africains à agir avec plus de détermination que leurs homologues de l'Union européenne et du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en prenant des sanctions concrètes contre le Rwanda. Les parlements européens réunis à Strasbourg ont demandé hier jeudi à la quasi-unanimité la suspension immédiate d'un accord signé en 2024 avec le Rwanda. Cette solidarité est saluée par les confessions religieuses de la République démocratique du Congo. Le commentaire est de Rodé Panda. Promoteur de la situation qui définit la nouvelle position de la représentation européenne, fruit d'un lobbying acharné et continu des différentes forces vives engagées au sein du peuple congolais autour du chef de l'État Félix Tshisekedi dans cette guerre d'agression qui sévit en RDC, démarche appréciée à sa juste valeur par les chefs des confessions religieuses de la RDC. Nous, la plateforme des confessions religieuses de la République démocratique du Congo, c'est pour dire d'abord remercier tous les députés européens qui soutiennent la cause de notre pays au Parlement européen. Et nous demandons par la même occasion les autres députés européens qui hésitent encore de soutenir la cause de la République démocratique du Congo car elle est juste. C'est par la même occasion que nous demandons à tous les autres, ceux-là qui arment le Rwanda, de cesser. Les agresseurs quittent notre territoire. Nous appelons à un grand culte interconfessionnel ce dimanche 16 février 2025. Direction Palais du Peuple. Face à cet élan, les mouvements du réveil dans sa complétude remercient les pays membres de l'Union européenne et d'autres pour avoir exprimé leur solidarité à l'égard de notre pays. Nous saisissons cette occasion pour demander aux chrétiens d'ici et d'ailleurs de porter notre beau pays dans les prières. C'est déjà une heureuse issue avec un nouvel allié qui est l'Union européenne dans ces conflits de l'Est.
Les acteurs de la société civile des 12 pays de l'EAC SADC se sont réunis dernièrement en Tanzanie pour évaluer la situation sécuritaire au Congo. Ceux de la République démocratique du Congo ont à leur retour organisé une séance de restitution à l'intention de leurs membres. Les détails dans ce reportage d'Émilie Kaindo. Les acteurs de la société civile du Congo ont évalué les résolutions sorties du sommet régional EAC SADC tenu du 8 au 9 février 2025 à Dar es Salaam en Tanzanie. Le coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité, Maître Patient Bachombe Matabisi, a expliqué les démarches que mène la société civile de 12 pays des Grands Lacs et de la SADC pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons eu l'occasion d'analyser en profondeur la déclaration des chefs d'État de l'EAC et de la SADC. Et donc nous pensons que si nous devons construire la paix, nous devons être fidèles à nos engagements. Nous devons respecter les engagements des uns des autres. Nous avons mis en place ce comité de crise pour pouvoir travailler sur vraiment les causes profondes et même les conséquences de la crise à différents niveaux, social, économique, humanitaire, judiciaire, pour se rassurer que nous serons aussi en train de répondre aux questions urgentes, prioritaires, mais également on est en train de bâtir une société forte pour demain. Au regard de ce qui a été décidé à Dar es Salaam par le chef d'État de l'EAC et de la SADC, il a été principalement question de décider sur la fin des hostilités. Pour le coordonnateur du comité de crise pour la paix et la sécurité en RDC, les Congolais doivent se lever comme un seul homme et se focaliser sur le retour de la paix, gage du développement, car la République démocratique du Congo restera unie, indivisible, forte et prospère. Et au Sud Kivu, une campagne de collecte de sang a été lancée par la brigade Croix-Rouge des étudiants de l'UCB en faveur des blessés de guerre au Nord Kivu. Les étudiants de cette université se sont donnés volontairement à cet exercice. Regardez. Dans le cadre de la Journée mondiale des malades et d'aide aux blessés des guerres du Nord Kivu et du Sud Kivu, notamment les militaires blessés sur le champ de bataille, la brigade Croix-Rouge de l'Université catholique de Bukavu a organisé une activité de collecte de sang ce jeudi 13 février au campus de Karale. Plus de 80 étudiants de l'Université catholique de Bukavu, campus Karale, ont accepté de sauver des vies en donnant leur sang bénévolement. L'activité de prélèvement de sang a été supervisé par le service de banque de sang, de transfusion sanguine de l'hôpital provincial de référence de Bukavu. Contacté pour cette fin, le médecin coordonnateur provincial de la transfusion sanguine au Sud Kivu, Dr Julien Moubalama, a appelé les habitants de Bukavu et du Sud Kivu à sauver des vies, surtout en cette période de guerre imposée à la RDC. Notre apport en tant que coordination est un apport d'abord technique et puis un besoin pour compenser les besoins en sang. C'est bien de rendre service à la communauté et je trouve ces initiatives de faire une collecte de sang pour les malades, c'est une très bonne initiative aussi. Mon don de sang était volontaire puisque je me suis sentie en besoin de donner mon sang pour aider les personnes malades. On ne peut pas quand même tous être au front, mais quand même aussi nous à notre niveau, on peut quand même contribuer. Insécurité causée par les éleveurs nomades Mbororo dans le Haut-Touélé. Le sujet a été évoqué au cours d'une rencontre entre le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et le gouverneur de province. Explication dans ce reportage. Sur le tarmac de l'aéroport national d'Issiro Matari, les décors de l'accueil du gouverneur Jean Bakomi Togambou, de retour d'une brève mission officielle à Kisangani dans la province sœur de la Chopo, le jeudi 13 janvier 2025 est planté. Nous étions en mission à Kisangani. Nous avons rencontré le vice-premier ministre, le ministre de la Défense pour des échanges sur les questions sécuritaires, essentiellement parler autour de l'invasion de Mbororo dans la province du Haut-Touélé, des éleveurs qui arrivent
arrivent en milliers et dont certains sont armés, qu'il faille prendre des dispositions très rapidement pour essayer de stopper cette vague, mais aussi la question de quelques incursions qu'on enregistre du côté de la frontière sud-soudanaise. Jean Bakomi Togambo réitère son appel à la solidarité de tous envers nos compatriotes de l'Est et au soutien au chef de l'État ainsi qu'aux forces de défense et de sécurité. Sous contrôle, nos forces de sécurité et de défense sont à pied d'œuvre pour établir la paix à l'Est sous le leadership du commandant suprême. Nous sommes là, nous devons soutenir le président de la République, soutenir nos forces armées et nous engager résolument dans la voie du développement de notre entité, ne pas entrer dans la distraction et ne pas céder aux manipulations des ennemis de la République qui vont certainement échouer et qui n'auront jamais gain de cause sur la vérité. La vérité, c'est la voie de la paix, la démocratie et le développement de la RDC. Situation sécuritaire en Ituri, un appel à la conscience collective pour la mobilisation générale contre les ennemis de la République. Le député national Jean-Marie Akandabo s'est exprimé devant la presse. L'escalade de la violence armée qui refait surface en territoire de Djoukou, en Ituri, marquée par des tensions communautaires, préoccupe au plus haut point les élites de cette province. Devant la presse ce vendredi, l'honorable Jean-Marie Akandabo appelle les communautés à conflit et les groupes armés à cesser la violence et se ranger derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour combattre le Rwanda au nord et au sud Kivu. Lorsque les frères veulent se parler, les Hema et les Lendu, et qu'il y ait un frère qui va vers l'autre, je crois que c'est une bonne chose. C'est à nous de sensibiliser nos jeunes, de ne pas tuer. C'est à nous de faire croire qu'il ne faut pas faire entrer l'ennemi ici. Le leader de Mombasa en appelle à la mobilisation des jeunes à s'enrôler massivement au sein des forces armées. Il faut soutenir nos jeunes qui sont dans l'armée et j'appelle plutôt la jeunesse à s'enrôler massivement dans l'armée. C'est important. Notons que dans les prochains jours, une campagne patriotique et de paix sera organisée sur l'ensemble de l'Ituri, une initiative de ces dignes et représentants du peuple iturien. Les confessions religieuses de la province de la Mongala se sont mobilisées pour implorer la miséricorde des dieux afin que la paix revienne dans la partie est du pays. Ils ont organisé un culte d'action de grâce en collaboration avec le gouverneur de province. Au nom de l'unité et de la solidarité nationale, le gouvernement provincial de la Mongala, sous le patronage de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, Maître Jean-Colin Makaka Papekaka, a organisé un culte écuménique ce jeudi 13 février 2025 à Lissala pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo, victime de l'agression rwandaise. Selon Monseigneur José Bernard Likolo, évêque du diocèse de Lissala, si Dieu n'est pas avec nous, tout sera soldé en vain. La parole de Dieu nous le dit dans les psaumes 126. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les maçons travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, en vain le travail des veilleurs. Voilà pourquoi, fort de cette conviction que c'est Dieu qui peut aider à sortir de cette impasse, nous sommes venus aujourd'hui comme un seul homme, avec un seul cœur, une seule âme, toute confession confondue, pour que nous puissions implorer la toute-puissance de Dieu, implorer sa miséricorde sur notre beau et cher pays, la RD Congo. Pour sa part, le gouverneur de la Mongala a prêché l'unité à sa population. Ce qui arrive à nos frères de l'Est peut nous arriver. Restons unis, que vous soyez de l'Est, Ouest, Nord et Sud. Même intention de prière lors de la semaine de prière organisée au Lualaba, la gouverneure de province a participé à cette rencontre spirituelle. Les Lualabais étaient encore mobilisés en nombre pour soutenir les populations meurtries du Grand Kivu, victimes de la barbarie rwandaise. Au troisième jour de la semaine des prières intenses pour la paix à l'est de la RDC, la gouverneure du Lualaba n'entend pas lâcher prise dans sa bataille spirituelle en appui au président Tshisekedi et aux forces armées de la RDC.
Les députés nationaux, députés provinciaux, membres du gouvernement provincial et ceux du Conseil provincial de sécurité ont répondu au rendez-vous du stade Manika de Kolosi avec les églises de réveil, imanguistes et d'autres confessions religieuses jeudi 13 février 2025. Même le soleil de plomb n'a pas eu raison sur les milliers d'Éloi Labé, déterminés à plaider cette écœurante cause des compatriotes de la partie orientale du pays. Le pasteur Paul Ferdinand Yakatanga s'est basé sur le thème « Prière pour la nation en guerre », inspiré du livre d'Exode, chapitre 17, verset 8. Il a rassuré l'assistance que la prière est capable de changer toute situation, malgré les circonstances. Il a ensuite béni le Seigneur pour cette initiative de la gouverneure Masuka, qui met toujours Dieu au cœur de sa gestion. Emmanuel Banza a conclu la prière d'intercession pour la nation dans son ensemble, pour le chef de l'État, l'autorité provinciale, les forces armées de la RDC et les patriotes résistants Ouazalendo. La chef de l'exécutif provincial a également participé à la collecte de fonds aux côtés de toute l'assistance pour soulager financièrement la population martyre de l'Est de la RDC. Mobilisation pour un soutien aux forces armées de la République, le député national Nicolas Kazadi invite les députés, les jeunes plutôt du Kasaï oriental à répondre à cet appel du chef de l'État. Il a rencontré lors de son séjour le gouverneur de province dans ce coin du pays. Le député national Nicolas Kazadi, qui a séjourné à Mbujimaï dans la province du Kasaï oriental, a invité la population et particulièrement les jeunes à intégrer les forces armées de la RDC pour faire face aux ennemis qui menacent l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cet élu de Miabi a lancé cet appel à l'issue de sa rencontre avec le gouverneur de province Jean-Paul Mbouéboué Capo. C'est une visite de routine pour échanger avec le gouverneur sur un certain nombre d'activités, notamment des projets de facilités sportives et autres qui concernent notre province. Nous avons également abordé les questions nationales liées à la sécurité, la mobilisation des jeunes qui veulent contribuer à l'effort de guerre. S'exprimant devant la presse locale, le député national Nicolas Kazadi est revenu sur la situation que traverse la société minière Anui Congo d'investissement. Pour lui, il faudra tout mettre en œuvre pour protéger la seule société industrielle viable qui existe au Kasaï oriental. Pendant qu'on réclame la réhabilitation de la MIBA, nous-mêmes, nous sommes en train de détruire la dernière unité industrielle que nous avons dans l'espace Grand Kasaï. C'est un scandale, il faut que cela s'arrête. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État, l'ex-ministre des Finances dit avoir un œil sur tous les projets de développement lancés dans son territoire et l'ensemble de la province. Parmi les projets de développement en cours dans le territoire de Miabi, il y a notamment la construction d'une boulangerie moderne et une savonnerie. Journée mondiale de la radio célébrée hier 13 février 2024. Les professionnels des médias du Haut-Ouélé se sont réunis pour discuter sur les défis des désinformations en période des crises sécuritaires. Pierrot Mbouy Saïdi nous en parle dans ce reportage. En marge de la journée mondiale de la radio, célébrée le jeudi 13 février dernier sous le thème « Radio et changement climatique », les professionnels de médias œuvrant et exerçant leurs activités journalistiques dans les territoires de Ouattara du Haut-Ouélé se sont retrouvés dans une matinée de réflexion autour de la thématique inclusive. Les médias face au défi des désinformations en période de crise sécuritaire, informer, sensibiliser et mobiliser, une des voies pour ces hommes et femmes des médias de s'approprier les termes internationaux. Notre rôle en tant que médias en République démocratique du Congo et particulièrement dans l'Est de la RDC, elle joue un rôle vital, non seulement pour informer, mais aussi pour protéger et mobiliser les populations. Rehaussé de la présence de l'administrateur du territoire assistant, chargé de l'économie et finances, Pascal Morbihan Tandimaru, qui a présidé le symposium 2025 de la presse du Haut-Ouélé, une rencontre qui a permis à ces derniers de socialiser ces chevaliers de la plume autour du rôle qu'ils jouent et la place qu'ils occupent dans la société congolaise dans sa globalité plurielle. Vous avez une tâche très délicate qui est celle de l'éducation des masses, l'éducation populaire. Vous couvrez presque toutes les couches de la population.
C'est pour cette raison, c'est vraiment important que des séances pareilles soient organisées. Il convient de marteler qu'à travers ce symposium, ces journalistes ont cogité rationnellement autour des voies et moyens de booster les projets de la création d'un réseau de médias dans les bassins de l'Ouélé, dans la Grande Orientale. Et au Maniema, c'est un cadre d'échange dans les secteurs de l'environnement, tourisme et agriculture qui a été organisé. Question de préparer la conférence sur l'environnement. D'autres précisions, c'est dans ce reportage. Poursuite le mercredi 13 février à Kindu, des ateliers d'échange sur l'environnement, le tourisme, l'agriculture et l'eau pour le développement durable du Maniema. 6 intervenants étaient au rendez-vous. C'est entre autres Charles Kimbu, conseiller au ministère de l'Environnement, qui a parlé sur les retombées du rôle que joue la République démocratique du Congo dans la préservation du climat mondial en province du Maniema. Petra Lae de la GIZ a parlé de la foresterie communautaire et les autres mesures efficaces de conservation. Les bonnes pratiques pour protéger la biodiversité du Maniema par Dr Thérèse Alt de la Fondation Lukuru. Et M. Radar Nichouli de l'ICSN Maniema lui a expliqué aux participants comment l'écotourisme est un levier d'autofinancement, développement et une cohésion sociale de la carte postale touristique du Maniema. Pour sa part, le gouverneur de province Moussa Kabankou de Moïse a dans son intervention démontré l'intérêt des thèmes développés. Sachez enfin que plusieurs recommandations ont été formulées au gouvernement central d'aligner le Maniema parmi les provinces qui doivent bénéficier du crédit carbone. Je l'ai dit au début de ce journal, 15 février, une date consacrée à la journée internationale du cancer de l'enfant. Une journée de sensibilisation a été organisée à l'UNIKIN par le Centre national de lutte contre le cancer. Un reportage d'Idiane Balaka commenté par Mami Kadima. Les cancers, cette pathologie n'épargne aucune catégorie car les enfants en sont aussi victimes, alors qu'ils sont des natures vulnérables. Une conférence pour en parler à l'occasion de la journée mondiale célébrée le 15 février de chaque année. Le Centre national de lutte contre le cancer, CNLC, organisateur de cette activité, a à travers son directeur national, le professeur Bienvenu Leboise Massamba, sensibilisé l'assistance au danger du cancer pédiatrique. Il est recommandé, le meilleur traitement contre les cancers, c'est la prévention. Il faut manger équilibré, il faut faire une activité physique régulièrement. Des lipides, tout ce qui apporte des calories, mais surtout des oligo-éléments, des vitamines contenues dans les fruits pour pouvoir tamponner les radicaux libres contenus dans les aliments. Le docteur Benjamin Epengue a quant à lui parlé de la contribution du CNLC dans les combats de lutte contre cette forme de cancer chez les enfants. Avec quelques hôpitaux, on a les CIK, on a les centres hospitaliers Nganda, l'hôpital de la police, l'ASC, Biamba, Mutombo, Clinique Galima. Ce sont ces hôpitaux-là où les CNLC approvisionnent en médicaments. Donc aujourd'hui, on s'est dit, s'il y a un cas de cancer, vous pouvez orienter dans ces établissements des soins. Les médicaments sont là et c'est là où nos médicaments sont distribués aux patients. Cette journée de sensibilisation s'est déroulée aux cliniques universitaires en présence du représentant du secrétaire général à la santé, les professeurs de l'UNIKIN et des étudiants en médecine. On va parler d'une autre forme de cancer, c'est le cancer du col utérin. Plus de 500 femmes ont été dépistées à cette forme de cancer lors d'une campagne gratuite et une initiative de la présidente de l'association des épouses des militaires et des policiers, Yvette Makuntima. Pour la énième fois, Georgette Faïla Ondekane est présidente nationale de l'association des épouses militaires et des policiers AMP, a initié jeudi 13 février 2025 la campagne de dépistage gratuit du cancer du col utérin pour les familles des hommes en uniforme et de la République démocratique du Congo dans le but de contribuer à la réduction du taux de mortalité de cette maladie. C'était dans la salle Cité des Anges 2, située au croisement des avenues Enseignement et Gambela dans la commune de Kasavubu. Nous lançons un appel à tous afin de sensibiliser aux proches et non encourage à la prévention et au dépistage du cancer.
signalons que cette campagne a pour mission de sensibiliser les femmes et dépendantes des militaires sur les risques du cancer du col utérin. Et on va prendre cet atelier sur l'évaluation des décaissements des fonds pour la couverture vaccinale organisée par le programme élargi de vaccination. Eugénie Dada-Chabani pour les détails. Cet atelier de clarification des procédures et des mécanismes de décaissement des fonds par le gouvernement et les partenaires financiers techniques du programme élargi de vaccination, à savoir Gavi, OMS, UNICEF et autres, a renforcé leur partenariat sur les défis liés à la couverture vaccinale. Il était aussi question de faire l'évaluation de la couverture vaccinale dans toutes les provinces. Selon les résultats issus de cet atelier, l'année 2024 a connu une faible couverture vaccinale sur toute l'étendue de la République. De la couverture vaccinale n'a pas été fameux. Donc nous sommes descendus à 38% de couverture vaccinale, ce qui veut dire qu'il y a un problème. Donc au-delà de tous les financements que nous n'avons pas pu atteindre 62% des enfants au niveau du pays. Or, quand les enfants sont ratés comme ça, c'est un danger pour la République. Parce que la plupart des maladies que nous combattons sont des maladies transmissibles. Cet atelier a permis également le renforcement des capacités de tous les personnels d'EPEV. Au total, 40 jeunes médecins ont terminé à l'université de Bandundu. Ils ont prêté serment devant le président du Conseil national de l'Ordre national des médecins. Regardez. Ils l'ont dit et ils l'ont fait. Ce sont les membres du comité de gestion de l'université de Bandundu que dirige le professeur ordinaire Abegu Nkailila Moulouba qui ont réussi l'ouverture de la faculté de médecine en organisant le premier jury de cette faculté à Bandundu-Ville qui est sanctionné aujourd'hui pour la toute première fois par la prestation des serments des 40 jeunes médecins ici de l'université de Bandundu devant Dr Ntsadi Fouené, président du Conseil national de l'Ordre de médecins, se nomme en sigle, et ce, en présence des autorités académiques et des élus de Bandundu-Ville et Bagata. Nous voulons dire aux étudiants de continuer à s'appliquer. La joie des élus de Bandundu-Ville et Bagata. C'était un plaisir de voir les enfants prêter serment. Extrêmement content de cet événement, ce qui nous permet de féliciter les autorités de l'université. Notez que c'est à l'espace Nzolana de Kinshasa que les élus de Bandundu-Ville et Bagata ont encouragé ces jeunes médecins et le comité de l'université de Bandundu pour cette prestation de serment qui prouve donc aussi la meilleure formation en médecine à l'université de Bandundu. Le nouveau siège de la Cour constitutionnelle est en train de connaître sa dernière touche, accompagné du nouveau procureur constitutionnel Moke Mayele. Le président de la Cour constitutionnelle a inspecté les travaux, nous dit Edith Chala dans ce commentaire. Travailleur infatigable et homme de terrain, le président de la Cour constitutionnelle a inspecté l'évolution des travaux de construction du mur de clôture du siège de la Cour constitutionnelle et la finition de la charpente métallique du deuxième bâtiment de cette haute juridiction du pays. Avec son dynamisme, aux côtés du chef de l'État, l'architecte du nouveau bâtiment, siège de la Cour constitutionnelle, se veut symbolique, s'inspirant de la forme pyramidale du volcan Nyiragongo. Niché dans le quartier royal de la municipalité de la Gombe, le nouveau siège de la haute juridiction du pays sera composé de 4 étages, notamment une salle d'audience spacieuse, des bureaux et divers espaces de travail. Il s'agit d'un environnement fonctionnel et moderne pour les activités cruciales de la Cour constitutionnelle. Le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamouleta Badibanga, a fait visiter le chantier au nouveau procureur général près cette cour, Moke Mayele, le jeudi 13 février 2025. Le directeur des cabinets du président de la Cour constitutionnelle, Fidel Kibala, fait le point sur le déroulement des travaux de construction de ce bâtiment. Je vois qu'il reste maintenant ce travail de montage, de petites retouches pour que nous arrivions à la réception provisoire. Je crois que la réception provisoire peut avoir lieu la semaine prochaine. Et nous avons recruté un cabinet d'architectes qui veille sur la qualité de tous les matériaux qui sont entrés ici. Nous sommes presque à la fin. Le président de la République qui a posé le premier pied, c'est lui aussi qui viendra inaugurer.
La construction de ce siège de la Cour constitutionnelle revêt une signification profonde dans le parcours tumultueux de la République démocratique du Congo vers un état de droit solide. Bienvenue Mounia Soubi, c'est le nom du nouveau président de la Commission nationale de prévention routière Saint-Père. Il a pris possession de ses nouvelles fonctions après la cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur Rodé Panda. Nous les présente. La Commission nationale de prévention routière Saint-Père a désormais un nouveau président. Il s'agit de Bienvenue Mounia Soubi. La cérémonie de remise et reprise entre lui et son prédécesseur a été organisée le mardi 11 février 2025 au siège de la Saint-Père dans la commune de la Gombe. C'était sous la supervision du secrétaire général au transport, assisté des inspecteurs de transport et d'une délégation du cabinet du ministre. Dans son mot de circonstance, le nouveau patron de la Saint-Père a non seulement exprimé sa gratitude au chef de l'État et au vice-premier ministre, ministre des Transports, mais aussi il a annoncé l'évaluation dans un bref délai des mesures décrétées l'année dernière pour lutter contre les embouteillages à Kinshasa. Nous allons travailler pour améliorer la circulation routière en RDC. Nous allons combattre les risques des accidents de circulation. Nous allons nous battre pour trouver des solutions adéquates et adaptées sur la question des embouteillages. Le travail acharné pour une bonne mobilité sur les routes congolaises. Signalons que sur les mêmes arrêtés portant nomination du comité de gestion de la Saint-Père se trouve aussi Bossé Kota Bouketchou comme directeur technique et Madame Marie-Thérèse Fataki en qualité de directeur administratif et financier. Juste après la cérémonie, le président Bienvenu Mounia Soubi a présidé le même jour la première réunion du comité directeur et il a procédé aussi à la visite des salles et bureaux. Voilà, fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la radio-télévision nationale congolaise. Retrouvez à 20h Cédric Keninambo pour d'autres faits d'actualité. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.